Il est, mesdames et messieurs, 22 heures et nous avons perdu une voiture. Un abandon a été confirmé, celui de la Corvette numéro 64 sur sortie de piste alors qu'elle était pilotée par Marcel Fassler. Voici donc le classement. Et les Toyota en tête, la numéro 7 avec José Maria Lopez qui a 6 secondes d'avance sur la numéro 8, pilotée par Kazuki Nakajima. Alors que les voitures du team SMP Racing, les BR Engineering numéro 17 et 11 sont en 3 et 4e position, séparés d'1 minute 13 ces derniers instants, mais en même temps l'écart va devoir être réactualisé en fonction de l'arrêt et de la 17 et de la 11. Dans tous les cas, Sergei Sirotkin est bien le 3e et son coéquipier compatriote Michael Aleshin suit au classement. Les rébellions un peu plus loin, bien que Thomas Laurent n'a que 40 secondes de retard sur Michael Aleshin et la BR Engineering numéro 11 qui est en 4e position. Neil Jani est à la 6e place. Il pilote la rébellion en numéro 1, également piloté cette voiture par André Lotterer et par Bruno Senna. Un changement de leader tout récent, LMP2. G-Drive va récupérer la tête de la course avec Jean-Éric Vergne qui a doublé André Negrao, le pilote alpine. Donc leader, le russe numéro 22, Roman Russinov, Job Van Neutert et Jean-Éric Vergne. Et 2e position pour l'Alpine numéro 36 du team Alpine Cinetec Matmut, en ce moment piloté par le Brésilien André Negrao, mais également par Pierre Thirier et par Nicolas Lapierre. 9e position pour le RK du Jackie Chan DC Racing. C'est la voiture numéro 38, pilotée par Opintung, Stéphane Richelmy, et par Gabriel Aubry. Opintung en ce moment au volant, au dernier pointage. Il n'a que 3 petites secondes 6 d'avance sur Anthony Davidson. Et le RK de l'écurie Dragon Speed, numéro 31, également 10e du général. L'arrêt de Sergei Sirotkin, tour après celui de Michael Aleshin. Attention à ce retour de flamme et cet effet chaleur qui développe ou qui permet plutôt de voir quelques flammes. Voilà, mais rien de bien méchant. Le numéro 17 toujours à son stand. Anthony Davidson, rappelons-le, 4e DLMP2. Ricky Taylor le suit à 1 minute 23 avec la 2e des Oreca, Jackie Chan DC Racing, 11e du général. Ricky Taylor qui a pour coéquipier Jordan King et Devin Henmeyer Hanson. Après lui, 12e position, la première des Ligiers, engagée par le team United Autosports, avec le numéro 22 pour Philippe Hanson, Philippe Albuquerque et Paul Di Resta. 13e position pour le team Graf avec l'Oreca Graf Racing SO 24. C'est Jonathan Hirschi qui pilote en ce moment avec Vincent Capinaire et Tristan Gomendi. 14e position pour la 2e des Ligiers du team United Autosports. Elle est pilotée par Alex Brundle et un volant qu'il partage avec Ryan Cullen et William Owen. La 15e place pour l'écurie TDS Racing, c'est Mathieu Vaxivière en ce moment qui est en plein relais. Une voiture également pilotée, la numéro 28 pardon, par François Perraudot et par Loïc Duval. On retrouve en 16e position chez Ilexport Paul Louchatin qui est au volant de l'Oreca, également piloté par Paul Lafargue et par Memo Roras. La 17e place pour le team Panis Partez compétition. Et là, Ligier que pour l'instant pilote l'Autrichien René Binder. Cette Ligier numéro 23 également pilotée par Julien Canal et par William Stevens. 18e position, les Portugais du Algarve Pro Racing, c'est Andrea Pizzitola qui est en ce moment en plein relais avec une Oreca également pilotée par John Falb et par David Zolinger. Suit 19e la voiture du team Duquesne Engineering et un relais en cours pour le double vainqueur des 24 heures du Mans, Romain Dumas. C'est de l'Oreca numéro 30 dont il est question avec Pierre Rague et avec Nicolas Jamin, les coéquipiers de Romain Dumas. 20e place pour le Cetila Racing Villorba Corsé avec la Dallara que Roberto Lacorte pilote en ce moment. Et les numéros 47, Giorgio Cernaggiotto et Andrea Bellicchi sont ses coéquipiers. 21e position pour la Ligier du team polonais Inter Europol compétition. Elle est numéro 34 pilotée par Jakub Śmieszowski actuellement en relais, James Winslow et Nigel Moore. 22e la Ligier la compétition qui connaît une course
régulière, des chronos constants et cette régularité, peut-être pas la plus spectaculaire, mais est payante et c'est ce que vise Jack Lecomte, le manager de l'équipe Lard Competition. C'est Nicolas Bull qui est en ce moment au volant, ce spécialiste diamantaire aux États-Unis, 22e. Partage le volant de cette voiture avec deux professionnels de la parfumerie en France et pour des marques internationalement connues, reconnues, marques ou produits, Erwin Creed et Romano Ricci. 23e position pour l'Oreca du team RLR-M Sport Tower Events, numéro 43 de Gianferrano Arianmaini et Norman Nato. Norman Nato est actuellement au volant, arrêt ravitaillement pour la Dallara Racing Team Nederland, numéro 29. Que piloté ces derniers instants Guido van der Garde, également par Nick De Vries et par Fritz van Herd. 25e position pour la Ligier Arc Bratislava, numéro 49 de Miroslav Konopka, de Henning Ekvist et de Konstantin Tereschenko. C'est Miroslav Konopka qui est au volant de la Ligier en ce moment. Et pour l'instant, 26e en LMP2 avec le numéro 20, c'est l'Oreca du High Class Racing. Elle est pilotée par Anders Fjordbach, par Denis Andersen et par Mathias Bech. À partir de la 27e position, les ténors de la catégorie GTE Pro, les écarts peut-être un petit peu plus importants. Oh, un replay. José Maria Lopez a perdu la position de numéro 1 dans le leader après un tout droit à Mulsanne. Et regardez, José Maria Lopez dépassé par Kazuki Nakajima qui n'en demandait pas tant. Et 113 tours au compteur de la voiture de tête. Kazuki Nakajima repassé leader. So we see that Kazuki Nakajima, number 8, is back in front again, and we've just seen the reason why, because Jose Maria Lopez went straight on at Mulsanne into the gravel trap, from which he managed to extract himself. Les GTE Pro, on va guetter évidemment l'arrêt de la Toyota si arrêt il doit y avoir, ce qui nous paraît peu probable. Attention, un arrêt par contre avec la Ferrari F-Corse numéro 51. Et là c'est la vague d'arrêt des voitures du groupe de tête en GTE Pro, sauf la Porsche numéro 92 de Kevin Estre qui reste au commandement et la Corvette d'Antonio Garcia qui est en deuxième position, mais à 7 secondes désormais de la Porsche. L'arrêt de la Ferrari F-Corse numéro 51, des Ford de 67 et 69. Nick Tandy pourrait bien passer en troisième position de la catégorie GTE Pro avec la Porsche numéro 93 devant la numéro 91, alors qu'il y avait aussi l'arrêt de Neil Jani. Ça fait beaucoup d'arrêts, j'ai le sentiment, pour Neil Jani ces dernières minutes. Donc Gian Maria Bruni, numéro 91, 33e. David Erigon avec la Ferrari F-Corse 8e GTE Pro, 34e. Et 35e position pour Dirk Müller avec la Ford numéro 68 qui a pris le relais de Sébastien Bourdet. 36e position pour la Porsche numéro 94, la Porsche GT Team de Sven Müller, Mathieu Jaminet, Denis Olsen. La 37e place pour l'Aston Martin numéro 97 de Maxime Martin, d'Alex Lynn et de Jonathan Adam. 38e position pour la BMW M-Tech numéro 82 d'Augusto Farfus, d'Antonio Félix Acosta et de Jesse Krohn. 39e l'Aston Martin numéro 95, la voiture de Niki Team de Marco Sorensen et de Darren Turner. Relais en cours pour Niki Team. 40e position pour la BMW numéro 81, la BMW M-Tech piloté par Martin Tomczyk, qui nous est signalé comme ayant doublé d'ailleurs l'Aston Martin numéro 95 pour le bénéfice de la 13e place de catégorie, 39e position du général. Donc l'Aston Martin numéro 95 passe 40e. La Ford numéro 66 que pilote en ce moment Olivier Plat est en 41e position et la 42e place pour la dernière des GTE Pro, la Ferrari Red V Competition. Elle est pilotée par Oliver Jarvis, elle porte le numéro 89. Il y a avec lui le Brésilien Luis Felipe Derrani et Oliver Jarvis et bien sûr aussi Jules Gounon. À partir de la 43e position,
les GTE AM et la Ford du Keating Motorsport, toujours en leader, avec Jeroen Bleckmolen, leader, 43e. La deuxième position pour la Ferrari du team GMW Motorsport, avec Jeff Segal en ce moment qui pilote la Ferrari numéro 84, également pilotée par le Brésilien Rodrigo Batista et Wei Lu. Alors que l'on retrouve 45e la Porsche Project One, l'œuvre d'art de Jörg Bergmeister, qui a ramené la voiture au stand d'ailleurs ces derniers instants, qui paraît conforme au tableau de marche. 46e le Dempsey Proton Racing avec la Porsche numéro 77 pilotée par Matt Campbell. 47e place pour l'Aston Martin TF Sport numéro 90. Elle est en ce moment pilotée par Sally Yuluk. 48e position le Clearwater Racing avec Luis Perez-Compan qui est quand même au volant d'une voiture passée 6e de catégorie alors qu'elle était dernière sur la grille de départ. 49e la Ferrari du WeatherTech. Elle est en ce moment pilotée par Robert Smith, numéro 62. Elle est avec Tony Vilander, avec Cooper McNeil. 50e la Porsche Proton Compétition numéro 78. En ce moment au volant Vincent Abril, qui tente d'ailleurs de s'emparer de la 7e place. Elle lutte avec Robert Smith alors qu'il y a l'arrêt de la Porsche de tête et de la Corvette 2e de la catégorie des GTE Pro. Terminons le passage en revue du classement en GTE AM et 9e position dans ce classement. Remarquable course pour Ralf Frey, la pilote suisse, avec évidemment ses deux coéquipières aux commandes évidemment de cette Ferrari numéro 83, Manuela Gostner et Michel Gatting. Elles sont donc en 51e position. La Porsche Gulf Racing est 52e. La Ferrari MR Racing est 53e. La 54e place pour la Ferrari jaune du Calgary Racing. La 55e place pour la Ferrari Spirit of Race, qui a malheureusement perdu du temps avec apparemment ses crevaisons dans les virages Porsche. Et c'est dommage pour Thomas Flor, évidemment pour Francesco Castellacci et Giancarlo Fisichella, qui sont redescendus à la 13e place du classement AM, 55e du général. La Ferrari de ces messieurs du Kessel Racing est en 56e position. Alors derrière, il y a encore 4 voitures, mais qui sont à leur stand. Ça ne se passe pas très bien ce soir pour l'Enso numéro 4 de Paolo Ruberti, pour l'Aston Martin numéro 98 de Pedro Lamy, pour la Porsche Dempsey de Matteo Cairoli après l'accident de Satoshi Yoshino. C'est son accrochage avec la Corvette numéro 64 qui est à l'origine d'ailleurs de l'abandon de la Corvette et de l'arrêt très prolongé pour la Porsche numéro 88. Et dernière, une voiture aussi arrêtée depuis longtemps, c'est la BR Engineering Dragon Speed numéro 10. Attention, il va y avoir un full course yellow. Il va y avoir un full course yellow dans 30 secondes. We're going to have a full course yellow in 30 seconds. La mode full course yellow dans un instant pour une intervention technique dans la deuxième chicane, suite d'ailleurs à la sortie de piste de la rébellion de Thomas Laurent. Donc pour l'instant, pendant quelques minutes, le délai le plus court possible, le mode full course yellow est réactivé. So we're having a full course yellow for the following reason. It is the sequel of the accident in the second chicane of the number 3 Rebellion R13. And we don't know yet how long this is going to last. Que s'est-il passé pour une Toyota? Aurions-nous eu Kazuki Nakajima qui, je ne suis pas certain, en tout cas il y a une Toyota qui a effectué un petit écart au virage d'Indianapolis. S'agit-il de la voiture de tête? Mais
Cela ne lui aurait pas coûté la position de première place au classement, donc la position de leader. Peut-être va-t-on revoir l'image au ralenti. Peut-être que Kazuki Nakajima a été surpris aussi par un pilote qu'il rattrapait, sur lequel il revenait à Indianapolis. Et évidemment, la décélération imposée par la limitation 80 km/h pour toutes les voitures en mode full course yellow a pu justement provoquer, là c'est effectivement un replay, mais a pu provoquer ce petit écart de trajectoire. La neutralisation sera brève à 22h16 minutes 15 secondes. Le schéma full course yellow sera levé. So in fact it's going to be a very short intervention, so the full course yellow will be lifted at 22:16:15. Kazuki Nakajima, José María Lopez, 12 secondes, 8 entre les deux Toyota, G-Drive, Jean-Éric Vergne, Andalé Negrao. Et voilà, à l'instant même, à l'heure annoncée, c'est reparti les amis pour ces 24 heures du Mans. Drapeau vert. Green flag, the track is cleared to race. Et merci à Laurent Chevaux qui nous donne une information. En fait, nous n'étions pas sûrs à ce moment-là d'avoir pu lire correctement le numéro de la voiture qui est passée légèrement dans le bac à Indianapolis. C'est la Toyota numéro 7 finalement, la Toyota numéro 7. Mais je pense que là, alors que tout à l'heure c'était clairement un pilote qui arrivait trop fort, José María Lopez de virage de Mulsanne, là je crois que c'était quand même combiné une manœuvre d'évitement. On aura sans doute l'occasion de revoir la scène. Manœuvre d'évitement de José María Lopez à Indianapolis, d'où cette légère embardée dans le bac à gravier à Indianapolis. La Porsche de Kevin Estre est leader et attention, le duel est reparti en ce moment avec également AF Corset et la Ferrari d'Alessandro Pierguidi numéro 51, 28e, deuxième des GTE Pro. Harry Tincknell avec la Ford numéro 67 et passé troisième, il a profité de l'arrêt ravitaillement de la Corvette d'Antonio Garcia pour passer en troisième position. Antonio Garcia dans un tour d'installation revenu au contact de la Ford. Il est 22h18 et l'heure est venue de profiter de ces quelques messages sur les écrans géants. C'est parti.
22h20, José María Lopez doit s'en vouloir. Il est revenu à 4 secondes 9 de Kazuki Nakajima et donc fait le forcing. Merci pour vos infos, même pour nous signaler des voitures qui présentent un dysfonctionnement. C'est le cas de la Ligier Inter-Europol. La direction de course nous l'a évidemment aussi signifié, mais via Internet, des spectateurs nous disent tiens, là il peut y avoir quelques gouttes de pluie un peu plus tôt, c'est pas le cas en ce moment. Là il y a une voiture qui a un éclairage arrière défaillant, et c'est vrai. La Ligier numéro 34 du team Inter-Europol compétition est en ce moment une voiture carrément sans phare arrière. L'arrêt de Jean-Éric Vergne et de André... Oh, attention, André Negrao. On aurait perdu du temps ici. Malheureusement, la voiture n'est pas bien rentrée. Ah non, pardon. C'est... Voilà, oh là là, regardez bien, 3 voitures avec les centres contigus. L'Alpine, la Dallara Cetilla Racing, Villeurbanne Corset et l'Orus à la scène en ce moment avec cette vue aérienne, alors que l'on est en train de, voilà, de pousser l'Orus pour qu'elle puisse repartir rapidement. Et là, clairement, c'est elle qui aura eu l'avantage dans la manœuvre. Et l'Alpine numéro 36, malgré toute la bonne volonté des techniciens, des mécaniciens de l'équipe de Philippe Sino, là, a perdu un petit peu de temps. Et bien vu quand même dans la manœuvre, arriver à caler leur voiture entre une Alpine et une Russe. C'est les membres de l'équipe italienne, c'était la Racing Villeurbanne Corset avec la Dallara numéro 47. Il n'y a pas eu de touchette, il n'y a pas eu de bousculade entre mécaniciens. Bravo, c'est impressionnant, même si évidemment dans l'histoire, l'Alpine a un petit peu perdu de terrain, de temps vis-à-vis de l'Orus de Jean-Éric Vergne. Just seen a little incident in the pits where there was a bit of a traffic jam, shall we say, between the Aurus of Jean-Éric Vergne, number 36, the Signatec Alpine notebook of André Negrao, and the Villa Corba Dallara. Pardon. Luckily, the mechanics managed to sort out the problem, and the Signatec Alpine was slightly delayed, so Jean-Éric Vergne got out first in the Aurus. Pascal Yvon nous rend visite à 22h23. C'est le gérant fondateur de Carbon Forest, alors que rentre l'Oreca du Jackie Chan DC Racing numéro 37. Pascal Yvon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Bruno. Nous avions fait connaissance, on peut le dire, à l'occasion de la conférence de presse de l'ASSO avec Pierre Fillon. J'ai souvenir d'une séquence filmée au virage de Mulsanne, car les arbres pas loin du golfe ou autour du golfe sont donc aussi très présents dans ce secteur. Qu'est-ce que fait Carbon Forest, Pascal Yvon? Et en fait, Carbon Forest est une entreprise qui permet aux 24 heures du Mans de compenser les émissions de CO2 des voitures pendant la course. Comment fait-on justement pour y parvenir? Quel est vraiment le meilleur ami de l'homme, pour notamment protéger, contenir justement ces émissions? Alors d'abord, on est sur un site particulièrement intéressant parce qu'on est au milieu des bois. On connaît les aises de la forêt, on connaît la ligne droite des Hunaudières, et nous avons établi un contrat au niveau de la forêt des Hunaudières pour pouvoir stocker le carbone que les voitures émettent pendant la course. Alors ça, vous connaissez tous aujourd'hui l'histoire du CO2 et les émissions qu'on essaye de maîtriser, de maîtriser. Ouais. Et donc le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est de stocker dans les arbres et dans le sol de la forêt, naturellement, le CO2 qui est émis. C'est technique, c'est mécanique aussi. Et en même temps biologique, j'ai envie de dire, ou pas du biologique, bien sûr, chimique. On travaille avec le plus gros labo de France de gestion des sols, qui s'appelle IES, qui est à Paris. Voilà. Et en même temps, on travaille aussi autour du circuit de 1906. Ah oui, le premier circuit. Comment fait-on pour cela? Même chose, on a replanté des arbres. Et pourquoi le circuit de 1906? Parce que là, j'ai envie de vous dire, il y a longtemps que les voitures sont passées quand même, on est en 2019. Bah justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment de l'endurance d'un point de vue environnemental, parce que on a stocké en 1906 déjà les émissions au moment de la course.
Et aujourd'hui, on conserve les arbres debout. Voilà. Donc on se débrouille pour que les arbres restent là et pour que le carbone reste dans le sol. Est-ce que Le Mans et la Sarthe sont en tête, sont innovateurs, ou est-ce que non, il y a déjà pas mal de départements, de régions de France ou d'autres pays qui adoptent l'équivalent de la politique environnementale Carbon Forest? Alors les contrats carbone sont nés à la COP numéro 1, c'est-à-dire il y a 23 ans maintenant. Ils étaient réservés essentiellement dans les pays du Sud pour pouvoir financer aussi les pays du Sud. Et depuis cette année, eh bien, les contrats se développent. Il y a un label bas carbone qui a été lancé par l'État le 23 avril dernier. Et donc les contrats vont se développer en France. Toutes les entreprises qui souhaitent investir pour pouvoir dépolluer la planète peuvent le faire là-dessus. Voilà. Donc pour la dépolluer, il faut lutter contre la déforestation, c'est évident. Oui, et la déforestation aussi en France, je dirais pas forcément la déforestation en France, mais le fait de mal gérer les forêts. Quand on fait des coupes rases, en fait, quand on détruit une surface importante de forêt, et c'est justement ce que nous ne faisons pas, eh bien on libère le carbone qui est contenu dans le sol. Et on peut arriver, en gérant correctement les forêts d'un point de vue carboné, à stocker 2 fois plus de carbone que partout ailleurs. Alors pendant ce temps, on va regarder à l'instant dans les Hunaudières avec la suite de la course et la Porsche de Kevin Estre en ce moment qui est au commandement. Et là, c'est Gian Maria Bruni que l'on suivait à l'attaque sur la Ferrari F Corse de Davide Rigone pour le bénéfice de la 7e position. Pascal Yvon, une question encore entre aujourd'hui et juin 2020. Qu'a-t-il été prévu de faire entre l'ACO et Carbon Forest? Eh bien, pendant 3 ans, donc l'ACO s'est engagé à travailler avec nous sur ce projet Hunaudière, on va dire, et puis circuit de 1906. Et puis peut-être qu'on continuera après, on verra. Oui, en tout cas, à protéger cet environnement parce qu'on a un patrimoine, comment dit-on, un patrimoine aborifère, c'est ça, par rapport à tout cet environnement, à tous ces arbres autour de nous. Il y a une collection d'arbres finalement autour du circuit. Oui, le circuit est beau. Un patrimoine arboré plutôt. Et les arbres sont importants autour du circuit. Je voudrais aussi juste ajouter que ce contrat, en fait, est membre de l'Alliance pour une efficience énergétique que Bertrand Piccard a lancé. Voilà, et donc on est membre fondateur de l'association de Bertrand Piccard pour faire des économies d'énergie. Donc c'est un des 1000 contrats que Bertrand Piccard essaye de développer. Voilà, et Bertrand Piccard, comme vous, êtes fan aussi du projet Hydrogène. Et fan des 24 heures du Mans. Et 24 heures du Mans. Mais voilà, c'est vrai que vous aimez bien l'avoir, cette voiture qui ne rejette que de l'eau, rappelons-le, la voiture hydrogène. Oui, oui, tout à fait. C'est évident que ce jour-là, à nous, on ne pourra plus offrir la même chose à la CO, mais peut-être qu'on travaillera sur un autre segment, on verra, on prépare des projets et on en parlera avec le président dans les mois qui viennent. Très bien, merci pour cette actualité Pascal Yvon. On a parlé de choses qui peuvent paraître aussi surprenantes, mais qui sont très intéressantes, car ce qu'on peut également retenir de tout cela, c'est qu'on peut aimer les voitures en général, les challenges, les défis de la compétition, mais en même temps dire qu'on aime notre nature. Il ne faut pas croire, on peut très bien aimer les deux, et c'est aussi quand on aime les deux qu'on prend les dispositions qui sont les bonnes pour continuer de préserver encore une fois tout cet environnement et tout ce patrimoine arboré dont le circuit du Mans était l'héritier finalement, et dont il reste quelque part aussi le protecteur numéro 1 en continuant avec l'action de Carbon Forest, de faire en sorte que les arbres soient là, que de nouveau soient plantés parce qu'on aime notre nature, tout simplement. Merci encore Pascal Yvon, et passez une bonne soirée à l'occasion de ces 24 heures du Mans. Thomas Laurent est resté au volant de la Rébellion numéro 3 qui est passé au stand il y a un instant. On va revenir évidemment sur le classement des voitures de la catégorie GTE Pro avec Kevin Estre. La Porsche numéro 92 est en tête en 27e position. Deuxième position pour Alessandro Pierguidi avec la Ferrari F Corse numéro 51, Harry Tincknell et la Ford numéro 67. La voiture rentre au stand à l'instant, la Toyota numéro 8 s'arrête. L'arrêt de Kazuki Nakajima après le 120e tour. Et évidemment, José Maria Lopez, 120e tour pour la Toyota numéro 8. José Maria Lopez en profite et repasse au commandement. Et on va rechanger comme tout à l'heure, ce n'est pas la première fois, le capot avant de la Toyota numéro 8
Opération nettoyage. Voilà, on change le capot en même temps que l'on fait le reste, ce qui fait que la voiture ne perd pas de temps, c'est-à-dire que le capot n'est pas changé après toutes les autres interventions. Comme ça au moins, cela permet en effet de repartir avec une voiture complètement propre au niveau des entrées d'air. Éviter évidemment de recevoir quelques impuretés qui pourraient toucher les entrées de refroidissement et par conséquent provoquer une surchauffe moteur qui là serait vraiment avec des conséquences irrémédiables. Et ça repart à l'instant pour la Toyota numéro 8. Kazuki Nakajima. Et là, sincèrement, quand les pilotes passent la ligne de chronométrage en sortie, qu'ils ont le droit de remettre la pleine puissance, si on était passager avec Kazuki Nakajima, on aurait à mon avis les cervicales et tout le crâne qui serait collé à l'habitacle de la paroi arrière de l'habitacle de la cockpit, tellement la puissance d'accélération de ces voitures est ultra forte. Nous sommes en ce moment avec la Ford. Nous sommes en ce moment à bord de la Ford numéro 67. Les images caméra embarquée avec Harry Tincknell. Et là aussi, c'est ultra fort. Ce que l'on peut revivre en ce moment sur les écrans géants avec ce duel Ferrari-Ford qui a inspiré le film 1966. J'espère que vous avez été nombreux hier à aller le voir, tant au cinéma Pâté Le Mans de Louis Claro qu'Omega CGR de Saint-Saturnin de Laurent Marico, avec les 10 minutes de scène du départ que nous avons vécu. On a hâte, on va pas se vieillir non plus trop, mais on sera très content ici au Mans en octobre, date à préciser, et ensuite en novembre pour la sortie nationale, d'aller voir ce film. Il est 22h33, un point en langue allemande. Avec vous, Séverien Châtelain. Merci Bruno. Ja, sehr verehrte Zuschauer aus dem deutschsprachigen Raum, wir haben jetzt 120 Runden hinter uns, beziehungsweise der Toyota mit der Startnummer 7 mit Juan Maria Lopez am Steuer hat diese 120 Runden hinter sich und 58 Sekunden dahinter sein Schwesterauto mit Kazuki Nakajima am Steuer mit der Startnummer 8 auf Platz 2, auf Platz 3, Entschuldigung, in der LMP1 der SMP Racing mit der Startnummer 17 mit einer Runde Rückstand auf die zwei ersten Toyotas. Dahinter das Schwesterauto, das zweite Fahrzeug vom SMP Racing mit der Startnummer 11 auf Platz 5, beziehungsweise auf Platz 5, ja, im Gesamtklassement und mit der Startnummer 3 der Rebellion mit der Startnummer 3 von Thomas Laurent, den Sie wahrscheinlich vorhin gesehen haben, als er mit etwas Schwierigkeiten auf den Hynodieren quasi die Leitplanken touchiert hat und dann zur Boxen zurückfahren musste. Auf Platz 6 der zweite Rebellion von Neil Janni aus der Schweiz mit der Startnummer 1. In der LMP2 haben Sie es wahrscheinlich auch gesehen. Wir haben immer noch Jean-Éric Vergne mit der Startnummer 26 auf Platz 7 im Gesamtklassement, auf 1 im LMP2 mit 5 Runden Rückstand auf dem Erstplatzierten und mit 12 Sekunden Rückstand der Zweitplatzierte, der Signatec Alpine Matmut von Nicolas Lapierre auf Platz 3, weiterhin schon wie vor 3 Stunden oder 2,5. Der Dragon Speed von Anthony Davidson, der 28 Sekunden hinter dem ersten in der LMP2-Kategorie liegt. In der GTE Pro führt jetzt Kevin Estre mit dem Porsche aus Stuttgart mit der Startnummer 92. Der ist in 27 im Gesamtklassement auf 1 in der Pro-Kategorie. Dahinter der AF Corse Ferrari mit der Startnummer 51. Er hat einen Rückstand von 0,35 Sekunden auf den Porsche und 2 Sekunden hinter ihm, beziehungsweise ja 2,0 Sekunden hinter ihm ist der Corvette, der letzte übrig gebliebene, Entschuldigung, ist der Ford mit der Startnummer 67 von Harry Tincknell und dann erst kommt der Corvette mit der Startnummer 63, die einzig übrig gebliebene Corvette, was Sie wahrscheinlich mitgekriegt haben. Der Corvette mit der Startnummer 64 ist vorhin
vom Porsche mit der Startnummer 88 rausgeschoben worden. Und anhand der Beschädigung musste leider Corvette Racing für die 20. Teilnahme jetzt das zweite Auto aus dem Rennen nehmen. Das heißt, alle Hoffnungen vom Corvette Racing liegen jetzt auf dem Fahrzeug in der Startnummer 63 in der GTE AM-Kategorie führt derzeit der Ford mit der Startnummer 85, der erste und einzige Ford in dieser Kategorie. Sie wissen ja, ein GT-AM-Fahrzeug muss ein Auto sein, das mindestens ein Jahr alt ist, und deshalb kann dieser Ford in dieser Kategorie dieses Jahr teilnehmen. Wir haben ja eben gesagt, 4 Ford, 3 in der GTE Pro und 1 in der GT-AM-Kategorie. Auf Platz 2 in der GT-AM-Kategorie der Ferrari mit der Startnummer 84 und auf Platz 3 Jörg Bergmeister vom Team Project One mit 17 Runden Rückstand auf dem Gesamtführenden. Und jetzt haben wir es gerade kurz auf den Leinwand gesehen, läuft der Konzert von Franz Ferdinand oben an der Dünlopbrücke. Und jetzt zurück zu Bruno. Merci Cyprien. Oui, les images hélico nous ont permis de voir la scène des concerts avec Franz Ferdinand. En concert d'ailleurs en ce moment, 22h37, avant de retrouver quelques messages sur les écrans géants du circuit des 24 heures du Mans, avec l'ambiance de nuit qui s'installe, l'éclairage, la belle grande roue. Allez-y les amis, sincèrement, pour voir évidemment la course avec une bonne trentaine, 35 mètres au moins de hauteur, c'est sympa. L'arrêt de la Toyota de tête, l'arrêt de la numéro 7, pilotée par José María Lopez. Elle est à l'instant au stand. L'arrêt de la Toyota numéro 7. Tout de suite donc sur les écrans géants du circuit des 24 heures du Mans, c'est quelques messages.
Et l'arrêt de l'Aston Martin numéro 98. L'arrêt de l'Aston Martin avec Pedro Lamy qui venait de repartir. L'arrêt, alors le panneau Les Petites Canières, tiens, que l'on peut voir par rapport à ce lieu dit. Heureusement on a un sifflet qui permet d'évacuer une voiture en cas de problème. On a un minimum de temps ici. Est-ce qu'elle est arrêtée après la chicane Michelin? J'ai le sentiment. Où sommes-nous exactement ici? Alors est-ce que nous avons deux problèmes, car oui, non, effectivement c'est bel et bien après la chicane Michelin, entre la chicane et Mulsanne, que la voiture est arrêtée. À l'image en ce moment, Bruno Senna avec la rébellion relais Neil Jani au volant de la voiture numéro 1. Et comme finalement, c'est un petit peu une coïncidence, faut pas le cacher, l'arrêt de Pedro Lamy s'est fait près d'un sifflet d'évacuation. La voiture a été tout de suite poussée, les drapeaux jaunes sont retirés, mais l'Aston Martin, David Waldron, n'est pas encore reparti. No, Bruno, it hasn't, and whether it will or not, of course, is another question. This was car number 98, the Aston Martin V8 Vantage, Aston Martin Racing of Paul Dalla Lama, Pedro Lamy and Matthias Lauda, and it was Lamy who was at the wheel when the car stopped on the section between the second chicane and Mulsanne. Luckily, there was a slip road just beside where the car came to a halt, so they were able to pass it, push it back into the slipway. The flags have now been withdrawn and the whole track is clear again. Et Stéphane Sarrazin entame finalement son deuxième relais. Alors aujourd'hui, c'est vrai que relais est un mot qui s'écrit vraiment au pluriel. Si l'on considère qu'un relais, c'est vider un réservoir, il est clair que les pilotes passent plus de temps que les quelques 10-11 tours mis à contribution pour bien justement vider le réservoir d'une voiture. Oui, puis Bruno, concernant l'Aston Martin numéro 98, Aston Martin 98 dont vous parliez, qui eh bien, est arrêtée du côté de Mulsanne. Elle était en réalité, oui, je crois que monsieur Jean Todt, vous êtes attendu en cabine commentateur. Voilà. Allez, voilà. Il arrive. Eh bien, l'Aston Martin 98, en fait, elle était à son stand depuis 22 heures, hein, depuis 44 minutes. Elle venait d'en ressortir et finalement, elle est arrêtée donc sur le circuit peu après Mulsanne. Dans un instant, j'espère en tout cas, Jean Todt avec nous depuis la cabine speaker pour ainsi pouvoir nous entretenir avec le président de la Fédération internationale de l'automobile, savoir évidemment ce qu'il pense de ce scénario de course, lui qui a amené Peugeot 2 fois à la victoire, et en même temps savoir comment il voit l'avenir à court terme avec maintenant la confirmation de cette catégorie hypercar. Le numéro 98 n'est pas reparti, le numéro 98 n'est pas reparti. Passage de Kazuki Nakajima à l'instant avec la Toyota de tête, Toyota numéro 8 et un chrono de 3,28 273, une avance de 557 millièmes sur sa poursuivante directe, la Toyota numéro 7, deuxième du classement général, actuellement aux mains de José María López. On retrouve ensuite les deux voitures du SMP Racing avec Stéphane Sarrazin, le pilote français sur la numéro 17 à la 3e place, poursuivi à 2 secondes derrière par l'autre SMP Racing, la numéro 11. Et l'on retrouve Vitaly Petrov, le pilote russe, actuellement au volant. La Ford du Keating Motorsport numéro 85 est la voiture de tête du classement des GTE-AM. Ben Keating est actuellement au volant, l'américain à l'initiative du projet. Alors que Jeff Segol et la Ferrari numéro 84 est en 2e position. Et la Porsche de l'écurie Project One est à la 3e place du classement. C'est Jörg Bergmaster qui est au volant. Du côté des voitures de la catégorie GTE Pro, la Porsche numéro 92
toujours en tête. La Ferrari du team AF Corse est en deuxième position. Au dernier pointage, Harry Tincknell restait toujours dans le proche sillage de la Ferrari AF Corse avec 4 dixièmes. Antonio Garcia également à 3 petits dixièmes de la Ford, sachant qu'Antonio Garcia devance Nick Tandy de 3 secondes avec la Porsche numéro 93. Porsche en tout cas, si la catégorie est dominée par la marque allemande, c'est grâce à l'équipage de la numéro 92 et à Kevin Est qui est en ce moment le pilote en plein relais avec Michael Christensen et Lorenz Vanthoor, ses coéquipiers. Mesdames et messieurs, voilà une visite qui nous fait très plaisir. Nous avons l'immense honneur de retrouver Jean Todt, le président de la Fédération internationale de l'automobile et je vais dire aussi le double vainqueur des 24 heures du Mans, voilà, qui nous rejoint. Et ça, c'est absolument génial parce qu'on avait envie voilà, de vous saluer. Déjà, président, bonsoir. Comment avez-vous vécu ce début de course? Écoutez, je suis ravi, on se régale. C'est magnifique. L'ambiance du Mans, c'est quelque chose d'unique au monde. Et donc, quand on a le privilège de pouvoir avoir accès à beaucoup d'endroits souvent secrets aussi. Donc on en profite, on en abuse aussi de temps en temps, mais c'est formidable. C'est vrai que c'est formidable. On le voit également au niveau de la sécurité. Les commissaires chez nous rendaient chaque année aux différentes remises de prix hommage à tous ces bénévoles. Mais c'est vrai que là, il y a une véritable osmose. Tout est bien pensé. Les slow zones, les interventions sécurisées pour le personnel que constituent les commissaires. C'est très bien fait aussi tout cela. C'est tout à l'heure avant le départ avec Pierre Fillon, avec la princesse Charlène, avec la ministre des Sports, on a fait un petit tour. Et de voir ces 1600 volontaires qui sont là, sans eux, il n'y aurait pas de course, mais pas simplement au Mans, dans tous les pays du monde. Donc ce sont des bénévoles qui eux aussi ont la passion, l'enthousiasme et la disponibilité. Et bien sûr. Président, quand on est là à 22h48 en train de regarder également le taux de remplissage des gradins, des tribunes, la passion pour le Mans est toujours là. Réel, c'est effectivement pas ici pour faire de la figuration. Le public est là parce qu'il adhère aussi à la course. Alors, il n'y a pas que les tribunes. Tout à l'heure, je suis allé dans le village. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'exposants, beaucoup de gens qui étaient là avec le sourire, contents. Et c'est formidable de se rendre compte de ce que peut apporter la compétition automobile et l'ambiance particulière que représentent les 24 heures du Mans. Jean Todt, je vais m'empêcher de ne pas vous poser donc la question, mais Pierre Fillon, naturellement, avec Richard Mille, le président de la commission endurance de la FIA, ont tenu conférence de presse hier et ont donc évidemment confirmé qu'il y aura bien une catégorie hypercar au niveau de ces 24 heures du Mans. Qu'en pensez-vous de cette orientation-là qui a naturellement pleinement, j'imagine, votre caution? Vous vous doutez que j'ai suivi ça quand même d'assez près. Donc moi je trouve que c'est formidable. J'espère simplement que les concurrents, les équipes, les constructeurs vont y adhérer. Parce que si il y a une volonté globale, je pense qu'on pourrait avoir le plus beau plateau pratiquement jamais réalisé dans le championnat du monde des voitures d'endurance. Et évidemment qui serait présente aux 24 heures du Mans. Donc parfois quand on se met à rêver et on se figure ce que serait la grille de départ, oui, c'est exceptionnel. C'est vrai que ça l'est. Et puis Le Mans reste toujours une course utile également, président Jean Todt, c'est important de le rappeler. Là, le système hybride, aujourd'hui Toyota est le constructeur de l'hybride dans le monde par excellence. Le projet H24 également, parce qu'on pense aussi tous à la protection de l'environnement. Une voiture à hydrogène, ça va dans le bon sens aussi. Tout ça, on connaît le succès de la Formule I, mais l'hydrogène se met en route aussi. Alors, tout à fait. D'ailleurs, ça ne se restreint pas uniquement aux 24 heures du Mans. Pour moi, la compétition automobile, surtout maintenant où il y a des restrictions de coûts, des limites d'engagement par rapport aux constructeurs, par rapport aux équipes. Donc il faut d'un côté le spectacle, mais il faut également que la compétition automobile soit un vrai laboratoire qui puisse ensuite bénéficier à tous les utilisateurs d'automobiles dans le monde.
Jean-Todt, je ne peux pas m'empêcher de revenir un petit instant, vous avez deviné la question, mais je la pose quand même, sur les souvenirs des 2 victoires de 92, 93, qui étaient déjà des périodes de transition, effectivement, à ce moment-là. On sortait de l'époque du 3,5 litres Atmo, 93, les GT reviennent. Mais le bruit du V10 Peugeot résonne encore dans nos tympans, tellement on a aimé aussi cette voiture. Non, c'est vrai que c'est des voitures merveilleuses à une époque différente. Aujourd'hui, un 10 cylindres atmosphérique n'est plus possible parce que justement, il faut tenir de l'environnement, il faut tenir compte de l'évolution de l'automobile en général. Et ça, je dirais que chaque utilisateur d'automobile s'en rend compte. La voiture qu'il avait il y a 30 ans n'est pas la voiture qu'il a aujourd'hui. Donc évidemment, ça fait. D'ailleurs, on peut les voir ces voitures. Il suffit de venir au Mans Classique. C'est vrai, Donc, absolument. ça a lieu tous les 2 ans. Tout à l'heure, Christophe Bouchu nous a rendu visite aussi. Voilà, il nous doit tellement. Et c'est formidable, mais néanmoins, c'est vrai que j'ai parfois un petit souvenir nostalgique. En pensant, vous parlez de 92-93, moi je me souviens la première fois où on arrive avec les 901 oui. Mans, c'est en 91. Oh là là. Et on me dit, vous venez aux 24 heures du Mans. Je dis non. Je viens aux 4 heures du Mans parce que je savais qu'on allait durer pas plus de 4 heures. Je revois encore Keke Rosberg aussi sortir de la voiture avec Jean-Pierre Jabouille à ce moment-là. Il y en a une des 905 première génération exposée au musée des 24 heures. Je repense à cette phrase aussi à chaque fois que je la vois aussi, cette voiture. Mais c'est vrai que ça a été absolument extraordinaire tout cela. Président, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Et bon courage et bonne nuit et bravo. Ah ouais, mais écoutez, c'est avec tout le monde en face et avec vous qu'on adore. On sent pas la fatigue aux 24 heures du Mans. Ça fait aussi partie de la magie des 24 heures. Et merci à vous, plaisir de vous retrouver dans une semaine sur le circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de France F1. Et merci également à Vincent Cerruti pour avoir ainsi montré le chemin et permettre à Jean-Todt de nous rejoindre. Et je t'en prie, Bruno Andestic, avec grand plaisir. Bruno, pendant votre interview de Jean-Todt, eh bien, nous avons appris 2 choses. Alors, je vais commencer par une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par une mauvaise nouvelle. Oui, c'est l'abandon, vous vous en doutiez, de la Porsche 911 RSR du Dempsey Proton Racing suite à l'accident avec la Corvette tout à l'heure. Abandon officiel confirmé à 21h30 donc. Abandon pour la Porsche numéro 88 du Dempsey Proton Racing. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, si vous êtes fan de rugby et du top 14 en particulier, c'est que Toulouse s'impose face à Clermont et devient champion de France de rugby. Voilà, il fallait bien une bonne et une mauvaise nouvelle, Bruno. Toulouse, oui, Bruno, Toulouse. Une pensée pour Claude Michy qui est avec nos départs. Bon, à bientôt Claude, il est Clermontois. Bien sûr, ben oui. Abandon, on l'a dit avec Bruno, effectivement, l'abandon de la 88. Et l'arrêt pendant ce temps d'une Porsche qui reprend la piste avec le numéro 91, Porsche qui est aux mains de Giancarlo Bruni actuellement. Porsche 91, voilà, qui reprend la piste. Elle est 34e du classement général. D'autres voitures au box, avec notamment le Graf Racing, la 39. Belle soirée avec nous au Mans, en espérant que vous passiez un agréable moment. Rendez-vous du côté de la fan zone si vous le souhaitez, où justement vous pouviez assister il y a quelques instants à cette retransmission. Ce match qui opposait Toulouse face à Clermont et qui s'est imposé, on le disait, dans le cadre de cette Coupe de France de rugby. Il est 22h55, nous allons bientôt avoir effectué eh bien, il nous reste 16 heures de course, c'est ce que je voulais dire, 16 heures de course avant le drapeau à damier. Ça ne fait que commencer, la nuit est bel et bien là. L'arrêt de la 38 au stand, il s'agit de l'Oreca Gibson, du Jackie Chang d'Essay Racing, la numéro 38 au box, une voiture qui est 3e de la catégorie LMP2, c'est donc un arrêt d'importance bien sûr. Les caméras embarquées à bord de la Toyota numéro 8. Du côté de la ligne droite des Hunaudières. C'est juste magique ces caméras embarquées. Au total 108 caméras pour le signal international, diffusé dans 190 pays.
c'est énorme. C'est ça aussi Le Mans, passage de la deuxième chicane. Regardez les kilomètres-heure en haut à gauche, on est à 280 km/h, rapport de boîte 6e. On arrive à 300 km/h. C'est juste incroyable, 315. Ah, c'est magique, hein. Allez, est-ce qu'on va arriver à 330? Non, ce ne sera pas suffisant. On repasse en 3e, seconde même, et ça réaccélère. L'écart entre les deux voitures de tête, 10 secondes, 179 millièmes. La Toyota numéro 8 qui vient de passer à l'instant le virage de Mulsanne. Toyota numéro 8 qui passe le virage de Mulsanne, tout comme à l'instant top, c'est la Toyota numéro 7 qui passe à son tour. Le SMP Racing, Stéphane Sarrazin, 3e place avec la 17. La 11, 4e position. Vitaly Petrov qui se maintient au volant ici de ce double relais. Thomas depuis les stands. Oui Bruno, effectivement, depuis le stand United Autosport, on a retrouvé le Portugais Felipe Albuquerque qui vient de sortir de la numéro 22. Felipe, you were going out of the car with a big smile. It seems that you enjoy the fact that the night is coming in Le Mans. Yeah, it doesn't matter the car you are in or whatever you are. Just driving in Le Mans in the night is just magical. I just love. You just go around there. No one is bothering you after all that PR and all the people that we were during the week. Now it's time to business and flat out 330 Ks and brake hard, and it's so nice to drive in the night, and doesn't matter where you are. So I enjoyed it. Is it true that sometimes you feel like you could be alone in your car and just being in your own world? Yeah, it is. We are completely alone, and you know, when the radio there is nothing there, it's just you and revving up the engine, up and down shift, and my engineer just asked me to pit in and drive a change, and I said I can do another stint because I'm just having fun around here. So yeah, it's just, I love it. On the other hand, you were pushing, I guess. Of course, you are currently P6, first of the Ligier. Is it possible to reach the podium, do you think? You are lacking a bit of pace, no? Yeah, we need to do a trouble-free race. Stay just putting fuel, driver change and tires, and hope that the other guys have some troubles. We could see a little bit on the safety car. If you can manage to go to the other one ahead, you can pick it up some good time. And you know, the night is long. The race is still very long to go, and a lot of mistakes can happen. So we are steady here and doing our job, and eventually, hopefully, we will finish on a podium. And hopefully, you are going back in the car very soon, so you can enjoy the night again. Thank you very much, Felipe Albuquerque. Et on adore le pilote portugais, toujours extrêmement sympathique, souriant, tellement vrai. Felipe Albuquerque qui nous disait, écoutez, je me suis amusé comme un fou la nuit au Mans, quelle que soit la voiture, quel que soit le moment où vous y êtes, c'est quelque chose de magique. On est là, on est un peu seul au monde, nous disait Felipe Albuquerque. On est juste là, seul. On a eu beaucoup de PR, de relations publiques, on a eu beaucoup de rencontres avec les médias la semaine. Et là, on se retrouve de nuit, on roule le plus vite possible. On a juste les tours moteurs, on monte les rapports, on les descend, on freine. On est vraiment dans notre propre monde et c'est un plaisir immense, nous disait Felipe Albuquerque, qui dit c'est sûr qu'avec la Ligier, pour le moment, on est un peu moins performant que les Oreca Alpine et Russes, qui sont des dérivés de l'Oreca, bien sûr, qui sont devant nous. On doit essayer d'avoir une course sans histoire et puis on verra si on peut ou pas monter sur le podium. Ils sont pour l'instant en 6e position. Rappelons qu'on retrouve non seulement Felipe Albuquerque, ex-pilote Audisport, mais également l'ex-pilote de Formule 1 et champion de DTM Paul Di Resta, et puis le très jeune Phil Hanson qui est également sur cette voiture numéro 22 de l'équipe United Autosport.